Le Sprinkler Techno. Donc, bienvenue dans le Sprinkler Techno. Je suis Pascal Drouin avec Jean-Pierre Bélanger et notre invité Jean-Philippe. aujourd'hui, Jean-Philippe Jean-Philippe. Bélanger. Je l'appelle tout le temps JP, puis je ne voulais pas Oui, c'est l'appeler ça, JP. c'est ça qui arrive. Je voulais être un peu plus formel, tu vois. Je le paye, là. Notre invité aujourd'hui, c'est Éric de Carifel. Bonjour. Bonjour, Éric. Bonjour, Donc, il vient tout juste de sortir de sa conférence qu'il vient de donner à l'Agile Tour. L'architecture agile, mais pas fragile. Donc, bienvenue, Éric. Merci. All right. On se lance. Hein? Architecture agile ou pas fragile, ça ressemble à quoi de l'architecture agile? Qu'est-ce En qui fait, fait que l'architecture n'était peut-être pas agile avant ou en waterfall, puis là, on l'agilise? Comment on fait ça? C'est ça, c'est que l'architecture, comme on la connaît, puis même quand on présente l'architecture dans toutes les conférences que j'ai vues, on compare souvent l'architecture logicielle à l'architecture du bâtiment, ou qui sont pour moi des mauvais exemples de ce que c'est l'architecture logicielle, là. C'est assez insaisissable un logiciel, ce n'est pas quelque chose de physique. Puis moi, dans ma présentation, j'ai plus comparé ça à quelque chose d'organique comme un arbre, par exemple. Puis l'analogie va quand même assez loin. Quand tu commences à parler de l'architecture qui est agile dans ce contexte-là, on parle de refactoring. Mais dans le cas d'un arbre, à un moment donné, il faut élaguer les branches mortes, il faut le tailler, il faut l'entretenir. On parle de, puis la grosseur du logiciel, elle va toujours grossir aussi. Le logiciel, ça ne finit jamais comme tel. Mais tant que c'est petit, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux le mettre dans un pot, sur le bord de la fenêtre. Donc, l'analogie va quand même assez loin, puis je trouve que ça donne une belle image. Puis pour moi, l'architecture, c'est ça, c'est d'être capable de faire un arbre. C'est comme si tu étais en train de sculpter un bonsaï. Tu veux lui donner la shape que tu veux, mais tu n'as pas tout le contrôle là-dessus. Il y a plein d'impondérables qui peuvent arriver. Un coup de vent passe, puis tu perds une coupe de feuilles, mais c'est pas grave, on va s'adapter, puis on va réagir aux changements. Puis autant plus aujourd'hui avec les changements climatiques, que si tu plantes un arbre dehors, il va-tu être là encore dans 100 ans, on ne sait pas. OK. Effectivement. Effectivement. Écoute, moi, tu as couvert plusieurs points qui m'ont intéressé beaucoup. J'ai pris une formation sur le Clean Architecture avec Uncle Bob Martin plus tôt l'année passée. Puis tu recoupais pas mal de choses, entre autres, là, quand tu parlais de mettre, dans le fond, le domaine, puis les règles d'affaires au centre, puis de découpler ça, puis retourner en périphérie, dans le fond, tout ce qui est base de données, framework et compagnie. J'aimerais ça peut-être si on pouvait reprendre ça un petit peu, là, puis poursuivre la discussion là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en... Oui, pour moi, c'est sûr que, en fait, quand j'ai commencé chez Pixis à l'époque, maintenant, là, on a une division à part entière qui s'appelle Dun Technologies, mais quand je suis rentré en 2010, dans le fond, chez Pixis, la première semaine que je suis arrivé là, c'était Greg Young qui donnait une formation sur le domaine, le Event Sourcing puis CQRS. Je ne sais pas si c'est des termes qui vous disent quelque chose, si vous en avez déjà parlé, là. Mais le concept d'event sourcing est très intéressant. CQRS en soi, c'est une bonne pratique, je dirais, de séparer les commandes des requêtes. Donc, c'est la ségrégation entre les commandes et les requêtes, CQRS. C'est une bonne pratique en soi, mais quand tu backs ça à travers un event sourcing, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que la vérité de ton système provient d'une séquence d'événements qui sont produits. Puis ce que j'aime de ce concept-là, c'est que c'est facile de modéliser un engin de domaine, donc de modéliser ton domaine, sa seule responsabilité, grosso modo, c'est de transformer une commande en événement. Puis quand tu penses ton système comme ça, tu es capable de dire, ben mon domaine, lui, là, il reçoit des actions, je demande de faire des choses. Puis sa responsabilité, c'est de valider est-ce que je peux faire cette chose-là. Puis en fait, c'est même pas physiquement de la faire, c'est juste de dire est-ce que je peux la faire. Puis si je peux la faire, je fais juste dire c'est fait. Si tu vas à l'extrême, c'est juste ça. Puis une fois que l'événement a été émis, donc que le domaine a converti une commande en événement, ben, c'est du passé, c'est de l'histoire. Après ça, tu peux avoir un paquet de systèmes qui souscrivent à ces événements-là qui vont mettre à jour des modèles plus ou moins statiques, plus ou moins permanents, pour donner une représentation de l'état actuel du système. Mais ces modèles-là sont éphémères parce que dans le fond, la vérité vient de la séquence d'événements qu'ils ont amenés là. Tu peux toujours contester l'état actuel, mais tu ne peux pas contester l'histoire. Le passé, tu ne peux pas le contester, ça c'est fait. C'est très transactionnel. Les systèmes comptables ont compris ça depuis longtemps. On ne délite jamais une écriture, on fait juste écrire une écriture inverse. Donc, c'est cette espèce d'évolution-là vers le futur, on va toujours vers l'avant. Ça permet de garder un historique, ce qu'on essaie de faire depuis des décennies avec les bases de données, mais on perd de l'information à chaque fois qu'on modifie quelque chose dans une base de données. Dans un système d'event source, on ne perd jamais d'information. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on enrichit l'histoire, en fait.
Le concept de domain-driven design, puis tout ça, ça vient avec ça. En fait, c'est comment modéliser ton domaine pour que tu aies des concepts forts qui représentent ton domaine, donc avec le langage qui vient avec et toutes les abstractions et tout. Là. Mais oui. Mais j'en parle un peu dans ma présentation parce que dans ma présentation, j'amène le changement de perspective entre ce qui est les systèmes plus traditionnels basés sur un modèle de données, par exemple, à un système plus moderne basé sur le domaine. Puis je fais le parallèle parce que je suis un fan de tout ce qui est spatial, aéronautique et tout. SpaceX, je suis ça quotidiennement. Mais je fais le parallèle entre, dans l'époque de l'Antiquité, quand les gens croyaient que la Terre était le centre du système solaire et que les planètes tournaient autour, bien, les mouvements des planètes étaient difficiles à expliquer parce qu'ils ont des orbites bizarres, puis ils se sont donné tout plein de formules mathématiques pour y arriver, mais ce n'était jamais parfait. Puis à partir du moment où on change la perspective, puis on dit c'est le Soleil qui est au centre, les planètes tournent autour, ça devient beaucoup plus simple. Donc, pour moi, c'est la même parallèle que je fais avec quand on met la base de données au centre, ça devient très difficile de développer autour de ça. On dirait que tout bouge, tout croche, mais quand tu mets le domaine au centre puis la base de données en périphérie comme une planète qui tourne, tout à coup, tu n'es plus asservi avec une base de données fixe, tu peux la changer, c'est juste une abstraction de persistance finalement. Donc, tu es capable de faire un système beaucoup plus robuste, beaucoup plus solide et en même temps agile. Donc, c'est là, de là ma présentation, grosso modo. C'est un peu l'inspiration de tout ça. C'est comment tu fais un système qui est agile, donc qui peut réagir au changement de son écosystème, mais quand même être solide dans sa construction. Ça devient assez rapidement, par exemple, un problème culturel quand on est rendu là, par exemple. Je veux dire, des grosses compagnies, supposons des grosses compagnies d'assurance, ont des cultures extrêmement drivées par les gens qui s'occupent des bases de données. C'est comme presque des rois et maîtres dans ces situations-là. Puis là, on commence à les mettre en périphérie. La référence copernicienne est assez efficace, en fait, parce que les gens arrêtent d'être au centre de l'univers. On peut passer au bûcher pour ça, oui, ça se peut. mais de le fait de le mettre en périphérie, tu dis ça, mais en fait, de plus en plus, ces systèmes-là, effectivement, on les repousse en périphérie. Même, je travaille avec des gens qui ont des intégrations SAP. SAP devient de moins en moins le centre du système. C'est un input-output à plein d'autres systèmes. Puis quand tu penses à ça, pour moi, une base de données, là, à son sens, si je simplifie, mettons, je prends le modèle topologique le plus simple d'une base de données, là, comment je pourrais représenter ça? C'est aussi simple pour moi qu'un clavier et une souris. Dans un certain sens, parce que c'est un. Puis en fait, plutôt un clavier et un écran, mettons. Parce que d'un côté, le clavier me sert d'input, donc je peux lire des données de mon clavier puis les mettre dans mon système. Puis de l'autre côté, l'écran me permet de les afficher. Bien, si je simplifie la base de données, c'est la même chose. Elle peut me donner de l'information ou je peux y en donner aussi. Fait que, pourquoi on ne met pas le clavier puis l'écran au centre d'un système? Parce que c'est un périphérique. C'est d'ailleurs comme ça que ça s'appelle. Oui. Donc, pour moi, la base de données, c'est un périphérique comme une entrée-sortie d'un clavier, une souris ou un écran. Presque une commodité, en fait. C'est quelque chose qui est interchangeable, qui devrait être assez interchangeable assez facilement. En fait, c'est que tu ne devrais pas t'en préoccuper quand tu modélises ton application. Puis, j'ai travaillé sur un système au début avec une équipe chez Pixis où la première question qui est arrivée des membres de l'équipe, c'est bon, là, OK, où est-ce qu'on met la base de données, puis quand est-ce qu'on installe SQL Server? J'ai dit, bien, attendez, là, on n'a pas d'application encore. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une base de données? Oui, mais il faut mettre l'information quelque part. Oui, ça, c'est vrai. Mais une base de données, ce n'est pas nécessairement la solution à tout. Puis là, on a commencé à développer les abstractions. Donc, on a fait un premier schéma d'architecture où il n'y avait pas une base de données, mais quelque chose qui dit qu'il faut garder de l'information. Donc, persister l'information quelque part. Ça faisait partie de la présentation quand je parlais des faux requis, entre autres un des requis. Mm-hmm. Quand on parle d'un des requis, la base de données, ce n'est pas un requis pour moi. Persister l'information, c'est un vrai requis. Donc, persister l'information, OK, on en tient compte. Qu'est-ce qu'on veut persister? C'est quoi le contrat de persistance qu'on veut garder? Est-ce qu'on garde toute l'information? Est-ce on va se poser des vraies questions sur la persistance? Puis après ça, on va avoir un modèle qui va implémenter cette persistance-là. Et ça peut être une base de données ou pas. Dans le cas qui m'intéressait avec cette équipe-là, au début, ils voulaient mettre une base de données SQL. Finalement, on a fini avec du table storage dans Azure. Bien, la question, par exemple, ça, c'était intéressant parce que souvent, moi, je trouve que dans l'architecture, c'est un équilibre, right? Fait qu'on veut repousser ça le plus tard possible, mais il y a aussi des réalités qui sont propres aux bases de données qui font qu'à un moment donné, tu vas avoir presque un choix, ça va avoir des conséquences sur ton système, quel type de base de données tu vas choisir. Genre une base de données qui est vraiment transactionnelle, qui exploite des transactions fortes, c'est pas exactement la même chose que DynamoDB ou ces tablespace-là. Fait il y a un équilibre, on ne peut pas repousser, parce que si on les repousse trop tard, à un moment donné, en même temps, on repousse beaucoup de risques, n'est-ce pas?
Oui, mais ça, j'ai une opinion assez, disons, tranchée sur ces Vas-y. choses-là. C'est que quand on se met, puis souvent, je l'ai trop souvent vu, quand on se met à donner de la responsabilité à la base de données, puis des fois, ça va vite, hein. On crée une base de données, puis on met des tables en relation. Donc, on a des clés étrangères, des clés primaires. Ça, en soi, là, c'est pour moi une règle d'affaires cachée, que le domaine n'est pas au courant. À partir du moment où on commence à mettre des objets en relation dans une base de données, puis le domaine n'est pas au courant de ça, pour moi, c'est une règle d'affaires cachée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que le domaine ne sait pas par rapport à son exécution. Puis là, ben, ça crée tout plein de problèmes. C'est que quand tu commences à dire, ben, mon domaine fait des validations sur les commandes qu'il reçoit, puis là, il dit, ben, sauvegarde-moi ça dans la base de données. Puis là, la réponse de la base de données, c'est je ne suis pas capable parce que ça viole une règle d'intégrité. Mais ça veut dire qu'il n'est pas au courant d'une des règles d'intégrité de son propre système. Fait que là, tu viens de cacher de l'information à ton domaine, puis là, c'est difficile de tester ça dans une base de données. Dans un domaine, on sait le faire avec des unit tests, avec des tests intégrés, systèmes et tout. Mais tester ça dans une autre base de données, c'est une autre chose. Donc, quand tu fais ça, tu caches les règles d'affaires, puis ça te pète d'en face, puis là, ben, tu ne sais pas comment tu ramènes cette information-là. Là, il faut intercepter tous les messages possibles d'une base de données, les duplicates, les foreign keys, peu importe ce qui se passe dans la base de données tu ne sais pas trop pourquoi, ou les erreurs de type, même, tu as mis un entier dans un string, ou le contraire, plutôt le contraire qui va se passer. Mais toutes ces règles-là, si tu les mets au niveau de la base de données, sont comme cachées de ton domaine. Puis c'est lui qui devra avoir la vérité de ce qu'il sait faire. Je pense que, JP, tu me corrigeras si je me trompe, mais là où tu voulais en venir, c'était plus il faut s'inspirer des contraintes du système et du domaine d'affaires qu'on traite pour dire, ben regarde, si on fait un truc qu'on sait que ça va être transactionnel, ben, peut-être que c'est une contrainte forte du système, il faut qu'on s'en inspire fortement là, dans notre prise de décision. À un certain moment donné, de repousser la décision au moment le plus responsable, ça vient aussi avec cette conscience systémique-là que ben, ça, c'est une contrainte de notre système, puis il faut tourner autour pour essayer de l'amoindrir pour qu'elle nous impacte le moins possible. Mais la transactionnalité, là, ce n'est pas propre à la base de données en passant. On peut la gérer autrement aussi. C'est sûr, c'est sûr. Donc, si c'est une contrainte du système, donc du domaine de faire une opération transactionnelle, ça devrait être explicite dans le contrat d'interface entre le domaine et sa persistance. Donc, si on est capable d'exprimer ça sous forme d'un contrat, sous forme de repository où on est capable de gérer la transactionnalité, même distribuer sur différentes bases de données à la limite, si on est capable de l'exprimer sous forme d'un contrat, peu importe la base de données qui l'implémente, pour moi, ça va devenir une optimisation. Au même titre que mettre des validations dans le UI, ce n'est pas le UI qui valide ton système. Le UI peut avoir des validations, par exemple, sur des champs nuls ou des longueurs, des choses comme ça. Mais pour moi, une validation UI, c'est comme une transaction BD. C'est une optimisation que le domaine a besoin pour être efficace. Mais le domaine devrait quand même faire cette job-là, devrait quand même s'assurer que les données sont intègres au niveau transactionnel, devrait quand même s'assurer que les données sont intègres au niveau des types, des longueurs et des valeurs qu'il reçoit. OK. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Souvent, les développeurs juniors ont cette tendance-là à dire ah, je l'ai déjà fait, si on parle d'une application web là, dans JavaScript, on a validé déjà la longueur du champ et ces affaires-là. Je n'ai pas besoin de le refaire du côté back-end, c'est une erreur. Surtout en microservice, tu ne sais pas qui va te consommer à un certain point, donc il faut tout le temps que tu revalides. Là. Mais c'est une belle optimisation. Tu sais, même chose, les lookup, les lookup tables, les drop-downs qu'on a dans l'UI qui nous permettent de choisir un ID au final. C'est une belle optimisation, mais ce n'est pas ça le domaine. Le domaine doit faire quelque chose de beaucoup plus core que ça, mais le UI peut optimiser avec des facilités qu'il est capable de faire. Et donc là, si on repousse en périphérie comme ça veut dire qu'on va vers le modèle, mais pour redescendre de l'autre côté, avant, quand on avait l'ancien modèle, l'ancienne approche, la base de données, c'était comme le point ultime où on se rendait. Fait que le flow de dépendance pointait tout dans cette direction-là. Comment on s'y prend un peu là, pour inverser ce flow-là là, quand on remet cette base de données-là plus en périphérie, puis ça se trouve être notre domaine qui est au sommet de la pyramide? Ben c'est ça, en fait, au sommet de la pyramide ou au fond du gouffre, mais ça dépend dans quel sens tu prends dans le cercle concentrique, disons. Oui, c'est parce que dans un système drivé par le domaine, toutes les références pointent vers l'intérieur, vers le domaine. C'est pour ça que je l'appelle plus un gouffre. Là, dans le sens, c'est plus un trou noir où tout s'en va vers là. Il n'y a rien qui. C'est vrai que l'image est meilleure. OK. Plus qu'une pyramide, mais bref, le domaine est au centre de tout. Et puis, la seule façon de sortir du domaine, c'est qu'il faut que le domaine expose une interface
qui peut être implémenté par une couche supérieure. Puis le domaine va avoir deux types d'interfaces. Il va y avoir des interfaces d'entrée puis des interfaces de sortie, qu'on peut dire, ou même, ça peut être bidirectionnel, mais ça peut être plus entrée-sortie. Les interfaces d'entrée, c'est des interfaces que d'autres systèmes vont appeler, mais que c'est le domaine qui implémente le code de ces interfaces-là. Tandis que les interfaces de sortie, c'est le domaine qui définit l'interface, mais c'est implémenté par quelqu'un d'autre. C'est vraiment deux facettes, c'est les deux facettes, l'entrée et la sortie du domaine. Puis quand tu gères ton système comme ça, bien, ça te fait un domaine qui est tellement isolé que tu peux le sortir de son contexte, le unit testé, le système testé, le testé intégré, tous les tests que tu peux faire sur un domaine. Tu n'as pas besoin de l'environnement dans lequel il évolue pour le tester. Tu peux le tester de façon isolée. Cool. Fait que ça, on parle d'inversion de dépendance dans ce cas-ci. L'inversion de dépendance. Tu as des architectures qui modélisent ça aussi. Ce qu'on entend souvent, c'est le poke and hub, qui est un peu les entrées-sorties d'un domaine. Tu as les architectures en oignon. Toutes ces espèces d'architectures-là où c'est très concentrique. Là. Le modèle, c'est que tu as quelque chose au centre, puis tu as des choses qui, plus tu vas vers l'extérieur, plus tu t'abstrais, là, en fait, là, du domaine. Mais ouais, c'est le genre d'architecture qui permet de gérer ça. Ouais. Cool. Moi, j'avais pris des petites notes sur mon mur, fait que si tu me vois me tourner comme ça, c'est que je tourne pour alimenter la conversation. Tu as parlé, entre autres, là, de prendre les décisions au dernier moment responsable. Ouais. Ça, moi, j'aime beaucoup. Ça revient un peu avec ce que j'ai comme philosophie par rapport à l'architecture, c'est que c'est là, pour moi, j'aime beaucoup ta définition. Je vais t'offrir la mienne, puis on pourrait peut-être en discuter. C'est de prendre, dans le fond, de garder ces options ouvertes le plus longtemps possible. C'est comme ça que je vois ça un peu. Ça va aussi avec prendre les décisions de façon responsable. Donc, je trouve que c'est assez complémentaire. En fait, je vois une petite coche plus loin peut-être que de prendre la décision au moment responsable. C'est dans le fond de provoquer le fait qu'elle soit prise le plus tard possible. Donc, de penser à comment, quand tu arrives pour prendre une décision, se poser la question, est-ce que je peux la retarder en faisant une action maintenant qui me permet de retarder cette décision-là? Puis si cette action-là, c'est de mettre une abstraction, bien ça permet de retarder la décision, c'est parfait. Donc, c'est de faire plus, pas de juste dire quand j'ai besoin de prendre la décision, je la prends. Non, non. Il faut avoir en tête, quand j'arrive pour la prendre, comment je peux faire pour ne pas la prendre? Je suis un procrastinateur professionnel en pensant dans ma vie. J'aime ça remettre. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain? Les meilleurs développeurs le sont. C'est ça. Donc c'est peut-être ce qui a fait ma force dans ma vie, dans ma carrière de développeur, de repousser les décisions le plus loin possible. Mais je le fais en plus de façon active, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes qui font que tu peux reprendre la décision plus tard, puis ça n'aura pas d'impact sur ton présent. Parce que c'est ça le problème. Si tu ne prends pas la décision puis que ça a l'impact sur ton présent parce que tu n'as pas mis en place les abstractions ou ce qui te permet de retarder cette décision-là, là, ça va aller mal. Parce que là, tu vas avoir à refaire ce que tu es en train de faire aujourd'hui, demain. Là. Ça, on ne veut pas ça. Il faut faire ça vraiment un geste conscient de repousser la décision. Ce n'est pas juste de ne pas la prendre. J'aime beaucoup ce que tu dis là parce que moi, je suis un gros fan de TDD puis de design émergent. Puis je trouve que ça va de pair, ça se complète tellement bien. Puis on repousse justement jusqu'à temps qu'on se sente que le système nous force à prendre cette décision-là. Puis là, on n'a plus le choix. Il faut se commettre sur quelque chose. Puis souvent, quand tu arrives à ce moment-là, ben, tu as tellement repoussé toutes plein d'autres décisions que celle-là devient une évidence. Ouais. C'est pratiquement même plus un choix rendu là. Tu sais, on parle de base de données. Si tu as assez repoussé loin ça ne devrait même pas être une question de c'est une base de données rationnelle, objet ou tabulaire ou peu importe. Le choix devrait pratiquement être évident. À ce moment-là, on peut prendre en compte d'autres paramètres, j'imagine, comme les coûts ou des choses comme ça. Tu en parlais un petit peu tantôt. Oui, il y a tout plein de... Les heuristiques de décision dans ce domaine-là, c'est assez vaste, mais c'est effectivement, plus tu la remets tard, plus tu as de chances que ce soit la bonne aussi. Exact. La bonne décision. Exact. Vas-y, Pascal, je sais que tu avais d'autres questions par rapport à la largeur des interfaces. Moi, une des affaires qui m'achale le plus, c'est on va faire des phrases les plus achalantes. Là, on va faire des microservices. Parce que c'est comme arriver avec une réponse avant d'avoir la question. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Moi, j'ai toujours vu les microservices comme étant une nouvelle stratégie de déploiement plus que d'autres choses. Je simplifie, là, j'en fais pas un... Puis, de voir des gens faire des microservices qui, dans le fond, continuent exactement les erreurs qu'ils causaient dans leur gros système monolithique ou monolithe distribué ou les erreurs qui se font, et qui continuent ça, c'est des interfaces grosses comme ça,
que tu passes à travers des choses qui sont, dans le fond, tout le modèle de persistance que tu es en train de passer à toutes les fois que tu envoies un message. Ça vient avec beaucoup de problèmes. Mais quand tu décides de faire des microservices pour les bonnes raisons, arrivent les questions souvent de c'est quoi la largeur d'une interface, c'est quoi la taille d'une interface. Moi, je me souviens d'un talk de Martin Fowler qui disait un microservice, ça doit rentrer dans la tête d'un de ses amis. Mais en même temps, moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus pour qu'un microservice fonctionne, ce n'est pas autant la taille du microservice que le nombre d'interfaces qu'il y a à discuter avec des gens, le nombre de messages qu'il va devoir supporter et jusqu'à quel point on va être capable de déployer indépendamment. As-tu des opinions là-dessus ou quelque chose? J'ai eu la question pendant la présentation, quelqu'un me posait une question qui ressemblait un peu à ça, le genre, tu sais, je veux faire des microservices, comment je fais pour déterminer à quel moment je découpe ça, puis tout ça. Effectivement, il ne faut pas que faire des microservices soit l'objectif, il faut que ce soit la solution. Si c'est une solution, il faut que ça résolve un problème. Il faut bien identifier le problème. Puis l'exemple que j'avais donné, moi, j'ai travaillé en assurance longtemps dans ma carrière passée. Puis en assurance, le bout qui change, c'est la tarification, là. Les actuaires, ils arrivent avec des façons tellement inusitées de recalculer l'assurance que tu ne sais plus comment calculer ça. Puis la partie tarification, c'est souvent la partie la plus complexe. Personne ne veut toucher à ça. Donc, c'est un candidat excellent pour faire un microservice de juste la tarification. Tu ne veux pas faire de la gestion de dossier, tu ne veux pas faire de la gestion de réclamation, tu ne veux pas faire de la... Tu veux faire juste de la tarification. Donne-moi des paramètres de tarification, puis je vais te donner un prix. Puis ça peut être aussi simple que ça, le service. Tous les autres morceaux peuvent être dans une application, disons, monolithique ou plus structurée dans un seul bloc. C'est peut-être pas grave parce que ce n'est pas ça qui change. L'important, c'est quand on parle des... Il faut voir c'est quoi. Pour moi, s'il y a une solution, ça veut dire qu'il y a un avantage à prendre cette solution-là. L'avantage des microservices, c'est quoi? On en a parlé un peu dans ma présentation. C'est l'indépendance des morceaux. L'indépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir ton propre modèle de données, ta propre technologie. Tu peux avoir tes propres déploiements, tes propres versions. Si la solution n'a pas besoin de ces avantages-là, ben, le microservice, ce n'est peut-être pas la bonne solution. Il faut vraiment aller chercher la solution pour le problème. Puis il y a d'autres façons de découper une application sans que ce soit des microservices, mais que ça soit quand même découpé en morceaux. On peut faire des librairies, on peut partager du code, il y a 1000 façons de partager de la fonctionnalité dans une application sans que ce soit nécessairement des microservices. Parce que faire des microservices, c'est une solution qui vient avec son lot de problèmes aussi. On fait juste penser à la traçabilité. Tu parles dans le d'envoyer un message. Envoie un message comme ça, puis espère qu'il se rende. Je veux dire, je pense que maintenant, avec la COVID, il y a beaucoup de courriers qui sont rendus très bons pour savoir où est ton colis, mais ce n'était pas le cas avant. Là, tu es capable de savoir, écoute, ma conjointe, elle a reçu un message sur son téléphone pour lui dire que son colis arrivait dans les 6 prochaines minutes et c'est arrivé. Pour vrai, là. Donc, on est capable maintenant de suivre, mais il y a eu des outils mis en place pour ça. Donc, quand on fait du microservice, il faut s'outiller aussi pour être capable de suivre ces messages-là, puis de les tracer, puis d'avoir le concept de guaranteed delivery. Dans le fond, probablement, on va fonctionner avec un service bus en arrière-plan, quelque chose qui va transmettre les messages, que si un service est down, parce que j'en ai parlé aussi, des microservices, l'ordre de démarrage n'est pas nécessairement déterminé. Donc, si c'est un service A qui commence à émettre des messages, puis B n'est pas prêt pour les recevoir, bien, il faut qu'il soit quelque part ces messages-là. Donc, ça te prend un queue, ça te prend quelque chose. Et toute cette complexité-là vient avec un prix, puis ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Puis tu nommes un des shortcomings, c'est-à-dire la traçabilité. Moi, j'en vois d'autres, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Dans le fond, tu es aussi... c'est pas magique, un service web ou un microservice. C'est-à-dire qu'on fait souvent la promotion que on est moins couplé, on peut justement déployer indépendamment, puis bon, ça a sa propre BD et tout. Puis, oui, mais si ton service parle à un consommateur, donc nécessairement, là, tu as un couplage. L'interface publique va devenir fragile, donc si tu la changes, ça impacte les autres autour. Puis ton modèle, ton domaine, à chaque fois qu'il va varier lui aussi, il va nécessairement impacter les autres. Donc, c'est pas vrai que tu es 100% autonome. Tu t'achètes de l'autonomie à un certain prix, comme tu viens de l'expliquer, mais donc, c'est quand même, il y a quand même un aspect de dépendance là-dessus. Avec l'expérience que tu as, est-ce qu'il y a une façon de minimiser ça? Est-ce que, par exemple, le système de messaging CQRS que tu parlais tantôt, est-ce que ça peut venir alléger ça? Ça serait la première question. Puis la deuxième question, ce serait,
je pense que c'est un peu inévitable. C'est un fragilisant incontournable, le domaine puis les interfaces publiques, parce qu'à quelque part, même si ton service est autonome lui-même, bien, c'est ceux qui le consomment, les applications web, exemple, ou tout ce qui est interface usagée, va devoir manipuler ce data-là. Donc, dès qu'on va changer sa structure ou sa composition, ça va avoir un impact. Oui, bien, c'est ça. Effectivement, tu as mis le doigt dessus. Dans le fond, tu sais, pourquoi on met des numéros de version sur des services et sur des API? Bien, c'est entre autres ça. C'est qu'il y a des API qui vont briser dans le temps. Effectivement, on va changer de version d'API. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec des API REST, on a une certaine résilience de par la structure même des messages en format JSON. On peut facilement rajouter de la fonctionnalité sans qu'elle brise tout le système, là. C'est sûr que si on retire ou on change une fonctionnalité ou un label existant, ça a un impact. Mais si on ajoute de l'information dans un message que quelqu'un connaît, bien, ça ne va pas briser son API de recevoir de l'information supplémentaire. Le filtre de désérialisation de JSON est assez souvent résilient pour être capable de gérer ce concept-là. Tu as parlé de CQRS, d'event sourcing particulièrement. Ça, c'est une autre façon, sans faire nécessairement des microservices, mais c'est une façon de partager de l'information à travers différents systèmes. Puis pour en avoir parlé dans le passé de ça dans d'autres présentations, là, un des avantages de ça, justement, c'est que ce qui est important, entre autres, quand on gère un système distribué avec différents acteurs, je dirais, dans l'entretien d'une base ou d'une source de données, mettons, appelons ça comme ça, en entretien de données, c'est d'avoir des propriétaires de chacune de ces données-là. Quelqu'un qui sait comment gérer l'écriture principalement de la donnée. Après ça, des consommateurs, tu peux en avoir autant que tu en veux. Ce qui est important, c'est d'identifier quel système est propriétaire de la donnée, puis quel système est un client de cette donnée-là. Puis c'est ça qu'il faut identifier dans un système de microservices, c'est qui met à jour puis qui consomme. Tu ne peux pas avoir deux systèmes qui se mettent à faire la mise à jour en même temps, parce que là, tu peux avoir des incohérences. Fait que c'est ça qu'il faut vraiment identifier. Puis le concept de CQRS, c'est bien parce que si tu as un domaine qui gère un lot d'informations en particulier, lui, il va juste gérer ce lot-là, puis il va émettre des événements comme quoi qu'il se passe des choses sur ces éléments de domaine-là, puis tout le monde peut souscrire à ça. Mais si quelqu'un veut modifier cette information-là, il va devoir passer par une API qui est offerte par ce service-là pour pouvoir permettre la modification. C'est vraiment de bien identifier qui est propriétaire de quoi, en fait, dans un système de microservices. Okay. Je pense que c'est une des choses qu'il faut identifier en premier lieu. On va sortir un peu des affaires techniques. Ben oui. On va aller un petit peu plus du côté comment les êtres humains gèrent les choses. Pendant la présentation, tu parlais de comment on gère la dette technique ou sans même appeler ça de la dette. Si tu veux amener ton système ailleurs, même si on peut appeler ça de la dette de différentes façons, comment on gère ça? Ça, c'est un débat que j'ai eu dans 2 ou 3 endroits où j'ai travaillé, où il dit on va faire un backlog séparé puis on va le gérer, ou est-ce que les développeurs absorbent ça dans leur temps de travail puis ils font juste ajouter du temps, ralentir? Ils vont ralentir parce que de toute façon, la dette, ça te ralentit. Fait pourquoi pas juste ralentir? Comment on fait pour gérer ces affaires-là vis-à-vis des gens qui ont de l'argent et qui veulent nous faire des choses? Bien, j'aime pas ta deuxième approche de dire on ralentit puis on tient ça mort, parce que ça, c'est pas mal la pire façon de gérer la dette, je dirais. Parce que ça ne va pas gérer les attentes du point de vue de ceux qui payent pour ce qu'on fait. Je pense que la dette, la seule bonne approche avec la dette, c'est de la rendre visible le plus possible, de l'exposer. Plus qu'on peut la rendre visible, puis la rendre visible et compréhensible aussi. C'est sûr qu'à chaque niveau, ça va être différent. Les développeurs, on comprend c'est quoi de la dette. Il faut être capable de la rendre visible à ceux qui payent pour le code qu'on fait. Effectivement, là, il y a une job de PR puis de vulgarisation, je dirais, à faire au niveau de la gestion pour dire c'est quoi de la dette. C'est sûr que le terme dette, il ne vient pas de nulle part, il vient du terme physique. Quand on a une dette, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est qu'on doit de l'argent à quelqu'un puis on a de l'intérêt. La dette comme telle, ce n'est pas un problème s'il n'y avait pas l'intérêt qui vient avec. On pourrait dire on a 1 million de dettes, mais si c'est juste 1 million de dettes puis ça reste là, ce n'est pas grave. C'est les intérêts qui viennent avec ça. C'est ça que les gens qu'il faut qu'ils comprennent. Plus la dette est grosse, plus il y a de l'intérêt. C'est cet intérêt-là qui nous ralentit. La dette comme telle, on pourrait ne jamais la payer, puis ce n'est pas grave. Mais le problème, c'est l'intérêt. Donc, l'intérêt de la dette dans le code, c'est quoi? C'est des choses qu'il faut qu'on fasse en plus pour avancer, qu'on n'aurait pas à faire si on avait cette dette-là. C'est ça qu'il faut que les gestionnaires et que les chargés de projet comprennent. C'est qu'à chaque pas qu'on fait, ça nous en coûte un petit peu plus à chaque fois pour faire la même distance.
Puis c'est comme ça qu'il faut l'annoncer. Puis là, ben, c'est sûr que c'est difficile à mesurer quantifiablement. Quoi qu'il y a des systèmes maintenant d'analyse, on utilise SonarCube au bureau pas mal, là, qui identifie une bonne partie de ça, mais il y a d'autres systèmes d'analyse de code. C'est des analyses statiques, ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne quand même au moins une progression. De façon absolue, je ne dirais pas c'est la vérité pure, là, mais de façon relative, tu vois si un projet s'améliore ou se dégrade. Donc, tu as déjà une mesure intéressante là. Mais l'idée, c'est de dire qu'un gestionnaire, bien, chaque pas qu'on fait, bien, ça nous en prend 1,5 ou 1,75 à chaque fois qu'on veut avancer d'un pas réellement. Puis à un moment donné, il va dire, bien, si quand tu es rendu, il faut que tu fasses 2 pas pour en faire un, mais là, ça coûte toujours 2 fois plus cher à chaque fois que tu demandes un changement. C'est ça le réel coût de la dette, c'est l'intérêt qui vient avec. Puis la repayer, une stratégie, c'est de faire ça au fil du temps, j'imagine. C'est pas. Ouais. Il n'y a personne qui, à part Bill Gates, qui a fait ça une fois, je pense, dans les années 90, de dire on arrête ça pendant 3 mois, on paye notre dette pour repartir à neuf. Je pense que ça n'arrive pas souvent, ça, dans notre domaine. Ça n'arrive pas souvent. Effectivement, il faut l'intégrer dans notre quotidien. Mais comme je te dis, la première étape, c'est de la rendre visite, de l'exposer, de la rendre compréhensible pour qu'un gestionnaire de projet puisse prendre la balle là-dessus. Puis ça se peut qu'on décide qu'on réemprunte encore pour ne pas payer la dette maintenant. Tout le monde fait ça. Tu arrives à un coup dur, tu as de l'hypothèque sur ta maison, mais là, je ne sais pas, ton auto lâche, puis tu as besoin d'un cash rapide, tu vas réhypothéquer quelque chose ou tu vas réemprunter quelque part, même si tu as une dette, c'est correct. C'est juste qu'il faut la faire consciemment. À un moment donné, tu as une limite à être capable de payer. Puis ça, je pense qu'il n'y a pas cette mesure-là. Le taux d'endettement, dans la vraie vie, on est capable de mesurer notre code de crédit avec le taux d'endettement. Il faudrait quand même mesurer le taux d'endettement d'un projet. Si quelqu'un sort une métrique pour ça, je serais intéressé. Mais tu sais, si on se donne un threshold de taux d'endettement de projet, c'est passé tel taux, là, je ne peux plus t'en accorder de la dette. Là. Je peux plus, la banque n'avait plus t'en donner de la dette. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas de cette limite-là. Là. Fait que tu peux en accumuler autant que tu en veux. L'idée, c'est de l'inclure dans un backlog. Effectivement, tantôt, tu parlais d'un backlog. Je pense que de l'intégrer dans le travail quotidien de façon réaliste et consciente, de le mettre dans un backlog, c'est la meilleure façon. Puis de s'accorder du temps. Puis s'accorder du temps, ça se négocie comme n'importe quoi. Là. On va négocier de rembourser. Puis ça se peut que pendant un certain temps, on peut juste rembourser les intérêts de la dette. C'est-à-dire on va juste faire le même travail. On ne paiera pas la dette, mais on va payer le temps que ça prend de plus pour faire la job parce qu'on a une dette. Mais à un moment donné, il faut attaquer le capital aussi. Puis attaquer le capital, ça veut dire qu'il faut rembourser un petit peu plus que ce que ça nous ralentit si on veut qu'on reprenne notre vitesse initiale. Fait que, comme je disais tantôt, si faire un pas et demi, ça nous coûte un pas et demi pour chaque pas qu'on fait dans le système, mais si à chaque fois je fais juste un pas et demi pour faire un pas, ben, je ne paierai jamais ma dette. Je vais juste payer l'intérêt de la dette. Pour payer la dette, il faut que je fasse un petit peu plus qu'un pas et demi ou j'avance un petit peu moins qu'un pas pour être capable de payer de la dette. Fait que, il faut vraiment le planifier comme ça et dire bien, à quelle vitesse que je suis capable de ralentir mon développement pour être capable de payer le capital de la dette pour qu'à un moment donné, chaque pas que je fasse soit efficace. Puis on peut se donner un plan dans le temps. Là. On se dit, si ce n'est pas cette année, ça va être l'année prochaine, on peut débloquer un budget. C'est ça nous achète du temps la dette. C'est comme un emprunt dans le temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut le planifier. Donc, c'est ça. C'est le mot-clé que je voulais rajouter, là, c'est que ça se planifie comme tout le reste, dans le fond. Il faut juste peut-être faire attention au petit bémol que je mettrais, là, de faire attention pour pas qu'on soit ébloui par l'urgence de certaines circonstances, puis de faire le mauvais choix, de dire ben, c'est pas le temps de payer la dette technique. C'est comme de se transformer ou d'adopter des nouvelles pratiques. On dirait que c'est jamais le bon temps quand on se laisse éblouir par les feux de broussailles de l'urgence. Si on se focus sur ce qui est important et non ce qui est urgent, là, on est un petit peu plus serein, on a un petit peu plus la tête froide, puis on peut essayer de dire, ben, OK, ben, la dette aussi est importante. Adopter telle nouvelle pratique, c'est important, puis les features sont importants. Essayons de balancer ça un peu pour être capable de le planifier, encore une fois, là, pour être capable de faire avancer tous ces dossiers-là. Tu parles d'importance puis d'urgence. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'espèce de graphique. Tu peux placer chacun des features de ton backlog sur 2 axes, l'importance puis l'urgence. Fait que tu as des choses qui sont très importantes, très urgentes, il faut les faire, mais il y a des choses qui ne sont pas importantes puis pas urgentes, ou des choses qui sont importantes, pas urgentes, ou pas urgentes puis importantes. Fait que dans le fond, c'est de se tracer un plan de ça puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on adresse. Ça nous permet d'aider à prioriser. Même chose quand tu le fais avec des axes comme les risques puis les conséquences. Il y a différentes façons d'évaluer, mais il
faut se donner les outils pour être capable de planifier qu'est-ce qu'on veut adresser dans les prochains sprints. Là. Puis, ça, je faisais référence, mais je voulais citer le président américain qui avait mis ça de l'avant, puis je ne me rappelle plus c'est lequel. Fait que j'ai utilisé la théorie sans trop la nommer. C'est Dwight Eisenhower qui avait fait ça. Hein? Bon, merci. OK, bien, dans cette veine-là aussi, l'autre chose que j'ai souvent, il y a des places où j'ai vu, puis là, on va revenir encore une fois à des problèmes d'être humain, j'ai toujours l'impression que les développeurs ont un problème de crédibilité face aux gens en gestion. Pour rire, on pourrait facilement dire qu'on n'a pas la crédibilité d'un plombier. Je veux dire, si un plombier arrive chez vous et te dit qu'il y a des trous dans tes murs ou il y a de la moisissure, c'est rare qu'on va dire, ben laisse faire. Le plombier va dire, il faut que je le répare, on va le réparer. Ou qu'on va le challenger même. Exact. Pourquoi les informaticiens, qui sont des gens hyper spécialisés, on s'entend que ce n'est pas un talent que tu ramasses comme ça accidentellement, qui sont des gens hyper spécialisés, ont des problèmes de crédibilité. Puis comment on fait pour avoir plus de crédibilité? Bien, juste comme je disais par rapport à la dette, la rendre visible et compréhensible. C'est ça le défi d'un vulgarisateur, je dirais, informatique. Ça peut être un chargé, peut-être un Scrum Master ou quelqu'un qui est capable de parler à la direction parce que tu parles de plomberie. Quand tu parles de choses concrètes que tu es capable, tu vas au garage, ils te montrent tes galipers, là, ils sont rouillés, tes voies, là, tu ne peux pas le nier, tu l'as d'en face que c'est rouillé. Ton muffler, il traîne à terre, tu l'entends quand tu roules. C'est physique, là. Il y a quelque chose de matériel. Le code, ce n'est pas matériel. Donc, comment on peut matérialiser quelque chose qui n'est pas matériel? C'est un peu ça le défi. Fait que là, c'est ça, il faut parler de ça, il faut être capable d'exposer cette compréhension-là. Puis c'est un peu, effectivement, je t'accorde, c'est un défi. C'est un défi de vulgarisation en quelque part. Il faut être capable de parler de quelque chose d'immatériel pour le rendre visible. Toute l'agilité passe par là. Combien on met de post-it sur un mur? Pourquoi ça marche, l'agilité? En gros, c'est ça. C'est qu'on rend visible des choses qui ne l'étaient pas avant. Puis quand tu commences à voir les choses que tu ne voyais pas, ben, le premier réflexe, c'est de dire, ça ne marche pas, c'est tout croche, ça ne va pas bien. L'agilité a souvent ce réflexe-là chez les gens. Hein, comment ça qu'on n'avait pas tant de problèmes avant? Oui. Non, tu avais ces problèmes-là. C'est juste qu'ils n'étaient pas visibles. Le défi dans ce que tu dis là, c'est de rendre visibles ces problèmes-là qu'on essaie de régler en tant qu'informaticien. Comment on les rend visibles? Ben, c'est ça, là. Ça va être de nommer les choses, peut-être de faire un peu d'analogie, mais au moins de les rendre visibles. Dans un backlog, dire regarde ça, ce que ça veut dire ça. Puis souvent, la visibilité pour un gestionnaire, ce n'est pas la même visibilité qu'un développeur a besoin de savoir. Tu sais, toi, en tant que développeur, tu dis OK, ça va me prendre. Quelle classe il faut que je modifie pour arranger ça? Mais ça ne parle pas à quelqu'un qui paye pour ça. Lui, il dit comment ça me coûte ça? Peut-être que c'est de mettre des chiffres, peut-être dire ça, à chaque mois, ça te coûte tant. C'est ça, peut-être, la visibilité qu'il y a besoin de voir. Puis comment on peut le faire? Bien là, comme je dis, il y a plein d'outils pour rendre ça. C'est peut-être le risque. C'est-à-dire, si à cause que tu as ce post-it-là sur le mur, à chaque mois, tu es à risque que ton système soit attaqué par un hacker. Puis chaque mois qui passe, tu multiplies tes chances. Fait que statistiquement, d'ici un an, tu te fais hacker. Hey, là, tu as d'ici un an, ben, OK, il faut l'adresser, sinon on va se faire. Ben, c'est ça. Fait que comment on va patcher ces vulnérabilités-là? Comment on va s'arranger pour que le code soit protégé? Je l'ai fait dernièrement avec un client. On a un client en France. On a ramassé son système, puis on a commencé à développer là-dedans. On s'est aperçu justement qu'on parlait des validations au point de vue UI qui ne sont pas faites dans le back-end. Il y avait plein de sécurités qui étaient appliquées au niveau UI, mais pas au niveau des interfaces API. Puis là, on s'est dit, s'il s'agit que quelqu'un soit un petit peu intelligent, qui pogne juste ce que le browser envoie à ton site, là, puis il est capable, juste avec l'URL, de te créer des enregistrements dans ta base de données, puis il n'y a même pas besoin de se loguer. Là. Oui, ça. Je fais mon vieux grognon. J'ai l'air de faire mon vieux grognon, mais je comprends. Je comprends. Ton background te fait l'avocat du diable, c'est ça? Là? Oui, un petit peu plus vieux grognon que. L'affaire qui est plate, c'est que je ne peux pas de bonne foi dire quoi que ce soit de contraire. Mais tu parlais d'humain, JP, tantôt, puis ça passe par la confiance, établir les liens de confiance, puis ça va avec la transparence, exposer, donner de la visibilité, un peu comme Eric disait tantôt, j'ai l'impression. Choisir les bonnes métriques aussi.
Si on veut, ça marche beaucoup. La gestion aime beaucoup parler de métriques, tout ça. Si on commence à parler de leur langage, ça ne peut pas nuire. Parler de lead time, parler de. La métrique qui parle. De l'argent, là, c'est une métrique qui parle beaucoup. C'est une métrique qui parle beaucoup. Moi, je ne sais pas si il y a un papier, un petit article qui avait été écrit par Ken Beck l'année passée sur options, sur les options, puis comment on réussit. Oui, j'ai vu ça, oui. Ce papier-là est fascinant en termes de vulgarisation pour des gens qui comprennent juste l'argent parce qu'à aucun moment, il parle vraiment de c'est quoi déployer. C'est basket of options versus options of baskets. C'est absolument génial pour parler avec des gens qui comprennent bien l'argent. Puis là, tu fais juste dire, OK, si tu mets tout dans le même panier, tu augmentes tellement le risque que tu n'as pas de bénéfice. C'est mieux d'avoir des petits paniers que tu livres régulièrement que d'avoir un gros panier. Puis présentement, dans la compagnie où je travaille présentement, c'est les premiers qui ont fait ça. Ils n'ont jamais fait de Big Bang release. Ça a été releasé 2 semaines avant, puis ça a été publicisé après ça. Et là, les usagers sont arrivés après, mais quand ils sont arrivés, on avait déjà un meilleur... on comprenait mieux notre système rendu là. On savait comment il réagirait au trafic. On savait... C'est absolument brillant parce personne n'était nerveux. Entre les développeurs, non. Les gestionnaires, oui, mais pas les développeurs. Au Bracket Show, un autre épisode, une autre émission que j'anime un peu comme vous autres, j'avais reçu un gars qui était venu nous parler de shift left testing puis de tester en production, entre autres. Là. Ces concepts-là, c'est des concepts assez émergents aussi. Puis de plus en plus, les grands de ce monde le font. Là, Google, Facebook, ils testent le monde en production, du A/B testing, puis des choses comme ça. Feature tagging. C'est ça, les feature tagging, puis là, on l'intègre de plus en plus dans nos solutions d'entreprise aussi, parce que ce que tu veux, c'est que ton code, la ligne de code se rende le plus vite possible en production, même si elle n'est pas nécessairement exécutée par tout le monde, mais tu as un sentiment que ça marche, puis que là, tu es capable de faire un rollout graduel et tout ça, c'est intéressant aussi. Là. Mais ça implique aussi le retour en arrière rapide, donc il faut avoir les deux aspects. Oui, là. Oui, beaucoup. Ben, j'aime comment ça vient peut-être s'attacher un peu avec l'architecture en général, de montrer que c'est évolutif dans le temps, que c'est plus ce qu'on voyait avant, là, le pauvre architecte qui doit designer sa solution, signer de son sang, puis défendre contre vents et marées là, toutes les décisions qu'il a prises il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière. Là, qu'on se positionne plus dans un modèle, tu as parlé un petit peu tantôt, Éric, dans ta présentation MVP, où on veut faire des petites expérimentations, analyser, apprendre, pivoter ou persévérer dans cette direction-là. Donc, l'architecture s'inscrit aussi dans un modèle itératif où on peut l'améliorer de façon continue en fonction du contexte qui évolue. Bien, tu vois, chez nous, chez Don, il n'y a plus de... Moi, j'ai un peu ce rôle-là, mais à très haut niveau d'architecte, mais il n'y a pas dans les projets à proprement dit d'architecte. Mais tous les projets font de l'architecture, à quelque part. C'est plus une discussion parce qu'il y a des bonnes guidelines et tout ça. C'est une responsabilité de l'équipe de faire de l'architecture. Après ça, c'est d'en parler. Moi, j'ai beaucoup vu dans le passé des architectes dans leur tour d'ivoire qui pensent à une solution, puis après ça, ils donnent ça au dev, puis faites-le. Ça n'existe pas chez nous, puis ça existe de moins en moins, puis je suis content. C'est plus une responsabilité de se préoccuper de l'architecture. Puis pour moi, un architecte qui parle tout seul dans son coin, ce n'est pas un bon architecte. Un architecte, faut que tu échanges, celui qui pense à l'architecture, il faut qu'il échange avec d'autres, il faut que tu aies des perspectives différentes parce que tu ne peux pas tout voir, c'est impossible. Alléluia. Hey. Ah, ça fait des années, moi, que je me tue à dire ça, qui veut bien l'entendre. C'est pour ça que j'ai commencé à m'éloigner du code, entre guillemets, comme gagne-pain, puis à plus me diriger vers du coaching, puis de l'évangélisation, même si je n'aime pas le terme, là, pour qu'on se comprenne facilement. Puis, c'est ça, je me suis dit, je vais essayer de montrer un peu plus comment ma vision de l'affaire, puis comment d'autres font, puis que ça fonctionne bien, parce que j'étais tanné un petit peu de ça, là, de l'espèce de centre de savoir, mais qui n'est plus dans la pratique, puis qui fait juste donner ses opinions, puis forger un peu le cadre dans lequel les développeurs doivent évoluer, alors que c'est eux qui doivent vivre avec ça, puis c'est eux qui vont voir les frictions, puis là où ça fonctionne moins bien, ou là où on n'est pas confortable. J'aime beaucoup là, que tu me dises que c'est rendu dans les mains des faiseurs. Parce que moi, personnellement, je ne le vois pas beaucoup. Je suis beaucoup trop en grosse entreprise. Peut-être que
Ouais, je ne suis pas assez dans les petites. Ben, dans la grande entreprise, je pense que c'est encore beaucoup comme ça. C'est beaucoup comme ça, oui. Puis c'est encore plus vrai parce que j'en ai vu dans des places où les développeurs, puis tout le développement, c'est des postes syndiqués. Ça, c'est la pire chose, là. Tant qu'à moi, là, je suis un peu anti-syndicat, là, mais quand tu es obligé de justifier un rôle par un titre, pour moi, ce n'est pas la solution, là. Je veux dire, on est en train de développer une culture beaucoup plus de collaboration puis de responsabilité partagée dans une équipe. Puis d'ailleurs, dernièrement, on a commencé à refaire un peu notre. Parce qu'il faut suivre ça aussi à quelque part. Puis là, on s'est donné un peu un gabarit. Là, je veux juste peut-être un petit peu de comment on fonctionne chez Don. En fait, dans les dernières années, on s'est construit. On a construit en équipe parce qu'il y a eu plusieurs itérations, beaucoup de collaboration, ce qu'on a appelé notre manifeste, en fait, qui est un peu notre ensemble de valeurs. Principalement basé sur 4 axes. On a tout ce qui est la santé financière parce que c'est important pour qu'une compagnie roule. On a la relation client, on a le bien-être et le développement professionnel, si on veut, tout ce qui est la côté technique. Ces 4 piliers-là, pour moi, c'est 4 axes qui sont un peu en opposition dans certains cas, puis en balance ensemble. Puis on essaie d'avoir cette espèce d'équilibre-là. Si on veut être capable de se payer du bien-être, il faut qu'on soit rentable. Si on veut avoir une bonne relation client, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre toutes les données technologies parce qu'il ne va peut-être pas être capable de supporter ça à long terme. Il y a comme une espèce d'équilibre à avoir là-dedans. Puis tout ça, on fait ça, puis on le fait au niveau de la gestion de projet. C'est-à-dire, on regarde la santé du projet selon ces 4 axes-là aussi. Est-ce que le projet va bien financièrement? Est-ce que le client est content? Est-ce que les développeurs sont contents là-dedans? Puis est-ce que les technos sont appropriés au projet? Puis quand on suit ça de cette façon-là, puis qu'on essaie de garder cet équilibre-là, il faut juste qu'il y ait des responsables de chacun de ces aspects-là. Moi, je suis un peu plus techno, je vais plus me regarder de côté techno. Quelqu'un qui est plus genre people skill, il va regarder la relation client puis le bien-être de l'équipe. L'autre, les gestionnaires de projet vont regarder les chiffres. Mais cet équilibre-là va se mettre ensemble puis il va faire que le projet va bien aller. Puis si on suit ces 4 aspects-là, d'après moi, il n'y a pas de chance que ça échoue, là. Puis là, je vais me faire l'avocat du diable, là, avec moins de sourcils froncés que mon ami JP, là, mais la responsabilité partagée, là, qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui dirait quand la responsabilité est partagée, quand c'est la responsabilité de tout le monde, c'est un peu la responsabilité de personne. Okay. Comment on évite que la balle tombe entre des chaises? C'est là la subtilité. L'ensemble des responsabilités est partagé, mais il y a un responsable de chaque aspect. Ah. Parce que ce n'est pas l'intérêt de tout le monde d'être celui qui est le cheerleader de l'équipe ou celui qui va être bon avec la relation client. L'important, c'est d'avoir le bon ingrédient à la bonne place, puis quelqu'un qui le ramasse. Fait que là, on s'est fait des espèces de chartes de projet. Fait que dans notre charte de projet, si tu veux, on a une ligne pour chacun des 4 aspects, puis il y a un nom identifié à chaque. Puis s'il n'y a pas de nom, on appelle les chefs d'équipe, mais c'est un mauvais terme, mais il y a quelqu'un qui est responsable de l'ensemble du projet, okay, qui, lui, doit s'assurer qu'il y a un nom vis-à-vis de ça, puis que ce nom-là s'en occupe. Cette personne-là, c'est comme le promoteur ou le gardien de cette responsabilité-là. Fait que l'idée, c'est oui, on distribue, mais pas n'importe quoi, n'importe comment. Fait que puis je suis d'accord avec toi, puis je l'ai vécu trop souvent quand tu dis OK, on s'occupe tout de ça, mais ça ne marche pas. Il faut que tu aies quelqu'un qui est spécifiquement assigné à une responsabilité. Globalement, on les a toutes, mais unitairement, chez chacun fait une chose. Puis dans une équipe, quelqu'un peut faire les 2 ou 3, 4 aspects du projet, mais dans un autre, c'est 4 personnes différentes. C'est ça l'idée, c'est que là, il faut mettre des amalgames de gens qui fonctionnent bien ensemble pour que ça fonctionne. Fait que dans le fond, une bonne façon de le dire, ce serait plus que tout le monde doit contribuer à remplir le contrat de cette responsabilité-là. Puis qu'on veut avoir des gens, justement, qui soient responsables de stimuler le débat puis d'aller challenger les gens pour que ça s'accomplisse. Si on veut y aller bien geek, là, il y a 4 interfaces, ça prend 4 implémentations, mais ça peut être la même classe qui fait les 4. C'est bon. Fait que finalement, l'informatique, c'est un travail humain plus qu'avec des machines. Quelle surprise! Oui. Il a le défi, hein? C'est la communication. Quand je parlais de confiance tantôt, là, c'est ça aussi, là, d'être capable de ne pas avoir les espèces de phases en finale de projet, là, de tout retester, de non-régression parce que la business ne comprend pas qu'on a mis de l'automatisation de test puis qu'on couvre déjà la plupart de ces choses-là. Souvent, ils ne savent pas. S'ils savent puis le challenge, c'est parce que la confiance n'est pas encore établie. On travaille avec des humains, man. Il faut être capable de construire cette confiance-là pour que ça soit efficace.
Puis je trouve que les affaires hiérarchiques, c'est pas très, très conducteur à la créativité, là. Pas la créativité hyper éclatée, là, mais un gars qui aurait une bonne idée, s'il faut qu'il obéisse à un architecte, on est à une place où ça ira pas bien à long terme. Parce que peut-être que la personne voit bien où que le système devrait s'en aller ou comprend des problèmes, puis avoir à demander la permission à un architecte plutôt que d'être dans la même équipe et travailler avec eux autres, c'est... Ben, chez nous, on a une formation qui est Management 3.0. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi un peu. Puis dans cette formation-là, il y a un des aspects qui parle c'est le Delegation Poker. Donc, c'est l'échelle de délégation. Il y a 7 niveaux de délégation. Ouais. Ça, c'est important parce que, tu sais, dire à quelqu'un, c'est toi qui s'occupe de ça, c'est très vague. De dire, occupe-toi-en puis tiens-moi informé, c'est déjà un peu plus précis. Ou tu es responsable, puis s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, je te tape dessus. C'est une autre façon de le préciser. Mais tu sais, il y a différents échelons là-dedans. Fait que tu peux être très responsable, plus ou moins responsable, être notifié des changements ou pas, ou juste être informé de la solution. Fait que c'est important d'avoir ce contrat-là avec les gens avec qui on travaille. Parce que si tu ne le fais pas, ça ne va pas dire la même chose pour tout le monde. Encore plus important, c'est que tout le monde soit sur la même longueur d'onde par rapport à ça. De là, l'utilisation du Delegation Poker pour venir réaligner les perceptions. OK, toi, tu vas te comporter comme ça, puis nous, on va se comporter comme ça, etc. Donc, d'être capable d'avoir une compréhension commune là, qui supporte tout ça. On a fait ça 2-3 fois avec des équipes, là, ça a été magique. Ça a changé les relations. Parce que là, les relations ont comme tombé après. Je ne sais pas si tu as eu les mêmes effets, les mêmes expériences que moi. Je l'ai fait aussi avec des équipes et avec une équipe. C'était drôle de voir, ben, quand tu tombes sur des perceptions différentes, là, ça génère beaucoup de discussions. Ça peut alimenter. C'est de comprendre le pourquoi, souvent. Le nerf de la guerre est là. Moi, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup utiliser, puis là, on diverge un peu, là, les impact mapping. C'est parce que c'est ciblé, c'est orienté sur des objectifs quantifiables. Puis quand je suis développeur, puis je ne comprends pas pourquoi on fait les choses, j'ai bien de la misère à être engagé. Alors qu'avec l'impact mapping, bien là, je vois l'objectif, je vois les acteurs qui peuvent influencer cet objectif-là, je vois les impacts qui peuvent changer le comportement de mes acteurs pour supporter l'objectif. Puis là, je vois nos livrables qui viennent s'attacher, les épiques, les grosses fonctionnalités. Ça me donne un pourquoi. Puis je pense que ça va aussi là, le pourquoi. Pourquoi toi, tu décides ça? Pourquoi moi, je décide ça? Pourquoi ça... Le pourquoi donne un peu le purpose, le but, puis vient engager les gens beaucoup plus solidement. Quand tu sais pourquoi, tu es beaucoup plus dédié, je trouve. Ouais, comme je vous dis, je suis un fan de tout ce qui est spatial, les SpaceX et tout. Puis ceux qui travaillent pour SpaceX, ils savent exactement pourquoi ils font ça. C'est pour aller sur Mars. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, le réseau Starlink, faire des Teslas pour financer des projets, pour avoir de l'argent, pour pouvoir monter une fusée pour aller sur Mars. C'est ça l'objectif ultime, là. Puis l'objectif d'Elon Musk, il ne se le cache pas. Lui, il dit si la société humaine ne devient pas multiplanétaire, elle va s'éteindre de toute façon. Fait qu'il faut qu'on devienne multiplanétaire. C'est ça l'objectif ultime. Il y a juste ça en tête. Fait que tout le reste, c'est juste des accessoires. Mais quand tu comprends justement le pourquoi, tu peux faire mettre en perspective. Je suis en train de visser une vis sur une fusée ou sur une Tesla. Pour moi, l'objectif, c'est le même en arrière. Je contribue à ça. Puis quand tu contribues à quelque chose de plus grand que toi, là, c'est engageant, effectivement. Fait que dans les projets, c'est ça qu'il faut qu'on soit capable de sortir. C'est quoi l'engagement plus grand que l'implication de chacune des personnes individuelles? Là? Bien dit. Oui. Vraiment cool. On conclut-tu là-dessus? Ça fait. Je pense que ça conclut bien parce que ça donne une idée de grandeur. Ça fait un bon wrap-up. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Éric, ça m'a fait plaisir. D'être prêté au jeu. C'était notre première là, avec le Agile Tour aujourd'hui. Fait que ça part bien. Merci beaucoup. Ça part bien. Je suis même prêt à revenir quand vous voulez. Si on peut parler d'autres sujets, il y a plein de choses qu'on aurait pu discuter, qu'on a. Écoute, je me faisais aller, moi, j'ai plein de petites roses sur mon bureau. On pourrait avoir du fun, c'est clair. Tu parlais de l'architecture, là, puis ce matin, je regardais sur Twitter Grady Booch qui dit « Ah, je suis en train de partir un nouveau cluster pour faire quelque chose. » Puis là, tu fais « OK, regarde, ça, c'est un architecte qui est en train de partir un cluster. On ne parle pas du gars qui pitch un livre par-dessus un mur, right? Je ne sais pas comment l'architecture est passée de Grady Booch, qui a toujours eu les mains dans la salade, au gars qui est assis dans son bureau et qui ne veut pas être dérangé. Il y a quelque chose qui s'est passé en quelque part où la communication, ce que Grady Booch essayait de prêcher est disparu. Je ne comprends pas qu'est-ce qui est arrivé à ça. D'un point de vue humain, moi, ça
ça me choque parce que c'est le fun de travailler avec des gens. Ouais. C'est travailler tout seul dans ton bureau puis être maître de tous, je trouve que c'est isolant, c'est pas bon pour la santé mentale, il y a toutes sortes d'affaires. On le vit durement ces temps-ci. Je pense que ça a un peu à voir avec la grosseur des applications. J'aime ça, des gens qui ramènent ça à l'humanité. Oui, c'est ça. Je pense que ça a beaucoup à voir avec la grosseur des applications, la diversité des technologies. On a commencé justement à spécialiser des gens dans divers... Au début, les programmeurs, ils faisaient tout parce qu'on était des développeurs analystes, en plus, des programmeurs analystes. On touchait à tout. Toutes les technos, un peu partout, on déployait, on montait nos serveurs, on les configurait, on faisait tout. Là, il y a tellement de choses à faire que de demander à une personne de tout faire ça, c'est impossible. Donc, Oui, ben, je peux juste vous dire, la semaine passée, je donnais une présentation DevOps, puis il y a des modèles d'équipe qui c'est encore un peu ça, parce que le cloud facilite le one-man show jusqu'à un certain point. Mais il faut que le cloud devienne une espèce d'infrastructure du genre service essentiel, comme l'électricité puis l'eau. C'est quand tu vas tourner ton robinet, tu as de l'eau. Tu n'es pas obligé d'aller au puits, tirer sur une corde avec une poulie pour avoir ta petite barquette d'eau puis te servir. Comme tu veux écouter la télé, tu prends ton fil, tu le plugues dans le mur, ça marche. Si le provisioning fonctionne comme ça, oui, à 100%. Mais quand on n'est pas là-dedans, on n'est pas outillé comme ça, c'est beaucoup plus taxant par contre. Eh bien, j'ai l'impression qu'on est en train de s'ouvrir une autre parenthèse. On va s'en garder pour une prochaine fois. Ben oui. Ça m'a fait plaisir, Eric. Puis, je t'invite à rester un petit peu après que j'aille fermer l'enregistrement. On va discuter un petit peu off the record de différents détails. C'est ça. Merci. Puis merci beaucoup. À une prochaine fois, fort probablement. Merci.